Si je vous dis braquage, à quoi est-ce que vous pensez? À un film? À une série? À un braquage qui s'est passé dans la vraie vie? Quel que soit ce à quoi vous avez pensé, ce n'est sûrement rien par rapport à ce dont je vais vous parler. Parce que là, on ne parle pas seulement d'une grosse somme d'argent volée, on parle aussi et surtout de l'avenir de tout un peuple qui a été dérobé. Et aujourd'hui encore, ce même peuple continue de souffrir des conséquences de ce braquage à ciel ouvert. Pour ceux qui l'auront deviné, dans cette vidéo, on va parler de la République d'Haïti. Lorsqu'on cherche à expliquer la situation actuelle de ce pays, la corruption de ses hommes politiques est très largement citée. Et même si c'est vrai que ses dirigeants se sont toujours appropriés les richesses du pays, il existe une autre raison qui n'est presque pas mentionnée. La double dette imposée à Haïti. Par qui? Par la France. Évidemment, ça ne pouvait être personne d'autre qu'eux. Pendant plus de 100 ans, entre 1825 et les années 1950, Haïti a été obligé de verser à la France une énorme somme d'argent pour que cette dernière reconnaisse que Haïti est un pays libre et indépendant. Selon un article du journal The New York Times, on estime qu'Haïti a payé environ 560 millions de dollars en argent d'aujourd'hui à la France. Imaginez-vous un pays nouvellement indépendant qui doit payer cette somme. Imaginez que vous venez de quitter la maison de vos parents, vous n'avez pas d'emploi, mais quelqu'un vous réclame une dette de 10 millions. Cette dette a joué un rôle majeur dans les difficultés qu'Haïti continue de rencontrer aujourd'hui en ce qui concerne son développement économique, social et humain, ce qui a un énorme impact sur la sécurité des habitants, puisque les gangs y font quasiment la loi aujourd'hui et contrôlent 80% de la capitale du pays. 80% de la capitale du pays. La violence des gangs ne cesse de s'amplifier en Haïti, où plus de 2400 personnes sont mortes et 900 ont été blessées depuis janvier 2023 selon l'ONU. Face à l'insécurité généralisée, la porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme a précisé que plus de 350 personnes, dont des membres présumés de gangs, ont été lynchées par la population locale. Les bandes armées contrôlent environ 80% de la capitale Port-au-Prince, dans laquelle 30 personnes ont été tuées la semaine dernière. Plus de 5000 habitants ont déjà fui la ville. L'insécurité y est telle qu'une force multinationale dirigée par le Kenya y a été envoyée en reconnaissance pour aider la police qui ne compte que 10 000 officiers pour gérer 11 millions d'habitants. Dans la vidéo qui sortira un peu plus tard aujourd'hui, on aura l'occasion d'expliquer pourquoi Haïti n'a jamais été stable. Revenons à la dette imposée à ce pays par la France. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Autrefois surnommé le joyau des Antilles, l'île d'Hispaniola, qui est maintenant partagée entre Haïti à l'ouest et la République dominicaine à l'est, était la colonie la plus prospère de l'Amérique. Alors qu'elle était peuplée initialement par les Amérindiens Taïnos, ceux-ci ont été rapidement décimés par les conquistadors. Plus tard, au XVIIe siècle, les Français s'installent dans la partie occidentale de l'île et la baptisent Saint-Domingue. Puisque les populations autochtones avaient été décimées, les colons avaient besoin d'une autre source de main-d'œuvre pour travailler dans les champs de canne à sucre, qui était la principale ressource de l'île. Leur regard s'est donc tourné vers l'Afrique, principalement l'Afrique de l'Ouest, et des milliers d'Africains ont ainsi été déportés vers Saint-Domingue. À l'époque, Saint-Domingue était la colonie la plus prospère en Amérique et représentait environ un tiers du commerce extérieur de la France. Les Français tiraient profit de cette région en exportant non seulement du sucre, mais également du café, du cacao, du tabac, du coton, de l'indigo et divers autres produits. En 1791, fatigués des meurtres brutaux perpétrés par les colons, les esclaves de la région de Cap-Français, actuellement connus sous le nom de Cap-Haïtien, se soulèvent contre leurs propriétaires. Cette révolte des esclaves se propage rapidement sous la direction de Toussaint Louverture, qui remporte la victoire sur l'armée coloniale française. Et en 1794, l'institution de l'esclavage est abolie dans toutes les colonies françaises. Pourtant, en 1802, avec l'avènement de Napoléon Bonaparte au pouvoir, l'esclavage et les dispositions du Code noir sont réinstaurées. Il dépêche une expédition de 47 000 soldats à Saint-Domingue dans le but de reprendre le contrôle de l'île. Après quelques succès, incluant l'arrestation et l'expulsion de Toussaint Louverture, les forces françaises sont finalement vaincues par Jean-Jacques Dessalines et son armée à la bataille de Vertières le 18 novembre 1803. En 1804,
Après une guerre acharnée de 2 ans, Saint-Domingue déclare son indépendance et prend le nom d'Haïti, devenant ainsi la première république noire indépendante au monde. Les esclaves s'étaient libérés eux-mêmes pour former leur propre nation. Cependant, la France a refusé de reconnaître l'indépendance d'Haïti. En 1825, 21 ans après que les héros révolutionnaires haïtiens ont proclamé leur indépendance, une flotte composée de 14 navires de guerre français apparaît au large d'Haïti. Charles X, roi de France de l'époque, avait choisi d'envoyer un ultimatum aux Haïtiens. Cet ultimatum exigeait qu'Haïti paie 150 millions de francs en or sur une période de 5 ans afin de dédommager les propriétaires terriens français pour les pertes qu'ils avaient subies à la suite de la Révolution. En cas de refus, la capitale haïtienne serait soumise à un bombardement par les 14 navires de guerre et les 528 canons de la flotte française. C'était un buster call avant l'heure. Sous la direction de Jean-Pierre Boyer, le gouvernement haïtien n'a pas eu d'autres options que d'accepter le traité de 1825. En conséquence, Haïti est devenu le seul pays à avoir versé des réparations financières aux descendants de ses anciens maîtres sur plusieurs générations. Et pour honorer ces paiements, Haïti a été contraint d'emprunter auprès de banques françaises, créant ainsi ce que l'on appelle la double dette d'Haïti. D'une part, l'indemnité à verser et d'autre part, l'emprunt contracté pour la payer. Cette double dette a plongé le pays dans un cycle d'endettement qui a persisté pendant plus de 100 ans, épuisant une grande partie de ses revenus et limitant sa capacité à mettre en place les institutions et les infrastructures essentielles à une nation indépendante. Confronté à l'incapacité de payer le premier versement requis par l'ordonnance, le gouvernement haïtien décide de contracter un prêt de 30 millions de francs. Toutefois, après que le consortium de banquiers prêteurs a prélevé des commissions, Haïti ne reçoit qu'un montant de 24 millions de francs. Soudainement, les Haïtiens se retrouvent confrontés à une dette, non pas de 150 millions de francs, mais de 156 millions de francs, sans même tenir compte des intérêts. La dette devient écrasante et Haïti se retrouve dans l'impossibilité de respecter le calendrier de remboursement, malgré les menaces militaires de la France. En 1838, un accord est finalement conclu pour réorganiser la dette et en réduire le montant. Les paiements requis passent de 150 millions à 90 millions de francs or, étalés sur une période de 30 ans. Malgré les difficultés, Haïti parvient à rembourser la majeure partie de sa double dette en 1874, ne laissant qu'une somme de 12 millions de francs à rembourser. En 1875, dans le but de finaliser complètement cette dette et enfin pouvoir investir dans le développement du pays, le gouvernement haïtien opte pour un nouvel emprunt auprès de certaines banques françaises. Cependant, une part importante, soit 40% du montant total, est prélevée en commission par les banquiers et les investisseurs. Le principal bénéficiaire de cet emprunt est le CIC, Crédit Industriel et Commercial. En 1880, le CIC exercera une influence considérable sur Haïti en participant à la création de la Banque nationale d'Haïti qui est supposée contribuer au développement du pays. Vous vous en doutez, cette banque n'a d'haïtienne que le nom, car elle va en réalité enrichir les actionnaires et les investisseurs du CIC. En 1888, Haïti a officiellement effectué son dernier paiement lié à sa dette, mais en réalité, il a continué de faire des versements indirects à la France jusqu'en 1914. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, cette même année, le pays voit arriver les Américains. Convoitant les richesses d'Haïti, les États-Unis vont militairement envahir le pays, succédant ainsi à l'influence française. Les Américains vont perpétuer le système établi par les banques françaises, prendre le contrôle des finances haïtiennes, imposer des taxes importantes et imposer un nouvel emprunt en 1922 à Haïti. Ce n'est qu'en 1940 que l'emprise fiscale américaine a finalement pris fin. Cependant, cela n'a pas apporté de changement significatif à la situation, car la majeure partie de la population haïtienne était déjà au bord de la famine. Dans les années 1940, à peine un enfant sur 6 avait accès à l'éducation. Les dettes continuaient à peser lourdement sur le pays, au point que même les enfants chanceux d'aller à l'école étaient sollicités pour apporter quelques sous en classe afin de contribuer au renforcement des multiples emprunts qui pesaient sur le pays depuis son origine. En avril 2003, le président haïtien Jean-Bertrand Aristide a demandé à la France le remboursement des sommes extorquées et a mandaté une équipe de juristes pour engager une procédure judiciaire internationale. En réponse, le gouvernement français a créé une commission publique chargée d'examiner les relations entre les deux pays. Et tenez-vous bien, dans un rapport publié en janvier 2004, cette commission a affirmé que même si une force militaire importante
avait été déployée au large d'Haïti pour garantir le paiement de la dette d'indépendance, cette dette était considérée comme un accord bilatéral entre Haïti et la France. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'ils ont dit? Et ce n'est pas tout. Un mois après avoir formulé sa demande de remboursement, le président haïtien Jean-Bertrand Aristide a comme par hasard été destitué de son poste. Alors, coïncidence ou pas?